Moi, j'avais des rêves et je savais que ma condition sociale n'était pas celle qui allait me permettre de les réaliser, mais ma détermination et ma rage, oui. C'est toi qui es responsable de tes rêves. Un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Tu apprends que quand tu échoues, je suis fière de ce que je fais. Peu importe où ça me mène et peu importe les difficultés. La vie des gens, c'est la vie des gens. C'est pas le mien, ça ne me concerne pas. Bonjour. Je suis contente. Moi aussi. Comment va Elodie? Ça va, merci. Et toi? Oui. Oui, tiens, viens, bienvenue. Merci. Installe-toi, je t'en prie. Super. Prends place. Installée sur le canapé d'Elodie. Oui. Bonjour à tous, on se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'accueillir Absa Toussi. Donc tu es entrepreneur, autrice, animatrice, femme engagée. Elle a tracé sa route avec audace, détermination, avec une vraie vision. Elle a créé des espaces, pris la parole là où on ne l'attendait pas et inspiré toute une génération, dont moi d'ailleurs. Pour moi, c'est un moment quand même assez particulier parce que tu m'as ouvert la voie. J'ai commencé avec toi dans tes salons Ethnicia il y a, petit calcul rapide, j'ai 37 ans, j'avais 18 ans, donc presque 20 ans. Tu as fait partie quand même des premières aussi. Là, je parle un petit peu de coiffure, mais tu as fait partie des premières à ouvrir un espace dédié aux femmes noires et métissées, où on mettait aussi en valeur leurs cheveux naturels et leur beauté. Donc moi, ça m'a clairement inspirée par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc forcément, ça résonne de façon très personnelle pour moi aujourd'hui. Je peux dire que je suis émue ou pas? Je suis émue parce que c'est un voyage dans le temps là, que tu viens de faire en quelques secondes. Moi, je me souviens d'Elodie, toujours aussi belle, toujours aussi lumineuse, mais surtout passionnée. T'avais ta grande chevelure, je m'en souviens encore. T'étais passionnée, t'étais méticuleuse, t'étais perfectionniste. Et ça me touche ce que tu dis aujourd'hui. Ça me touche parce que 20 ans après, effectivement, ça me rappelle des moments de joie, mais des moments aussi qui ont été difficiles. Mais je suis heureuse d'avoir croisé sur mon chemin des talents qui sont devenus aussi grands que les tiens et que le tien. Et ça me touchera toujours en fait. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de petites questions pour toi qui vont un petit peu driver ce podcast. Okay. Donc, on commence par Ethnicia, du coup, si tu le veux bien. Hein. C'est une aventure forte de ton parcours entrepreneurial, bien sûr, avec du beau, du dur, mais surtout du vrai. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur le business ou peut-être sur toi-même? Écoute, j'ai tout appris niveau business là, parce que moi j'avais des rêves et je savais que ma condition sociale n'était pas celle qui allait me permettre de les réaliser, mais ma détermination et ma rage, oui. Je crois que ma motivation au quotidien, ça a été d'honorer le parcours de mes parents. Donc j'avais cette folie en moi que personne ne pouvait comprendre d'autre que moi, parce que moi je la vivais dans mes tripes. Et à l'époque, je me souviens, je voulais révolutionner, je voulais le milieu, le marché, je voulais détrôner L'Oréal, j'avais des objectifs comme ça et tout. Et je crois que c'est la fougue dont on a besoin quand on se lance dans un projet aussi ambitieux. Aujourd'hui, 20 ans après, avec le recul, je me dis, il n'a pas atteint l'objectif que je voulais et c'est normal, parce que c'était ma première boîte. C'était quand même beaucoup de collaborateurs, j'avais plus d'une centaine de collaborateurs, j'avais plus de 17 salons. T'apprends tout en même temps, en fait. Donc t'apprends quoi? T'apprends à être directeur financier, directeur marketing, directeur RH, et ça, je crois que c'est le pire, c'est le plus dur. À marketer ton offre, à t'adapter à tout. Tu dois tout apprendre sur le terrain, en fait. Aujourd'hui, je dis être entrepreneur, c'est être femme à tout faire, mais uniquement ce que je veux, tu vois. Mais en réalité, tu dois apprendre à tout faire. Et ouais, il y a eu du dur. J'ai eu beaucoup de déceptions parce que tout le monde n'a pas la reconnaissance que tu as toi. Et il y a eu des mots durs que j'ai pu entendre. Moi, ça, c'est le genre de choses qui m'ont toujours un petit peu affectée. Mais globalement, j'ai beaucoup de fierté parce que même face à l'échec, je continue d'avoir cette fierté de dire que j'ai essayé, que j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis tu as marqué les esprits quand même. Tu as quand même marqué les esprits. Enfin, dans notre communauté, en tout cas, tout le monde connaît Ethnicia. C'est clair. Écoute, c'était des salons vraiment atypiques. Il y avait beauté, coiffure, make-up, soins, on faisait tout. C'était un des seuls salons, je me souviens quand j'avais le salon au Faubourg Saint-Honoré où je pouvais effectivement, tu pouvais te faire un soin et en même temps, tu avais un type qui jouait du violon et qui chantait de la soul music. C'était un peu ma bulle à moi, mais ouais, c'est pas facile et c'est encore moins facile quand on t'a pas donné les armes et en même temps à qui on les donne? À personne. T'apprends sur le terrain, c'est la meilleure école.
Oui, et puis quand même, t'as eu un premier salon, ensuite un deuxième, et puis boum, 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 boum. Je me souviens, tout s'est enchaîné. Ouais. Enfin, faut être préparé 17, quand même. ouais. 17, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, moi, je vois, j'en ai deux avec celui en Guadeloupe, mais c'est titanesque, tu vois, de gérer une équipe, de gérer, comme tu dis, tout ce qu'il y a à gérer quand on a une structure, on accueille du public, on accueille, tu vois, il y a les fournisseurs, il y a tout ça. Enfin, si t'es pas accompagné, c'est trop, en fait. T'as raison de le dire, parce que souvent, on se rend pas compte, par exemple, des personnes comme toi, comme moi, qui portons des salons, des structures avec une vraie responsabilité derrière, une responsabilité financière, une responsabilité de tout, en réalité. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est comme travail. Et c'est vrai que c'était titanesque au point que ça m'a rendu malade, parce que moi, je me réveillais, j'avais 17 problèmes au lieu d'avoir 3 projets, parce que je recevais des SMS, je viens pas travailler, je me suis fâchée avec mon copain, je recevais le message à 5h15 du matin, j'avais un planning rempli comme ça, comment tu gères les annulations clients, etc. Et en même temps, à la fin, c'est toi qui es responsable de tes rêves, donc tu te dis, j'assume et je continue jusqu'à un moment où ça peut être particulièrement difficile, mais tu l'as dit, je crois, le terme titanesque. C'est titanesque parce que tu dors jamais, parce que ton cerveau, il est toujours en fonctionnement, parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, que même quand les personnes ont tort en face, tu te remets en question, parce que tu essaies de comprendre. Et je suis sûre que tu l'as vécu et que beaucoup le vivent. Et que c'est toujours, la critique, elle est toujours facile, mais la réalité, c'est l'exercice, le travail que tu es en train de faire. Un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Hein. Exactement. Tu te prépares à la compétition tous les jours. Et tu apprends que quand tu échoues, en tout cas quand tu réussis, t'as pas de remise en question parce que tu es contente, tu es dans le flow de la réussite. Mais quand tu es dans l'échec, tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Qu'est-ce que je dois changer ? Mais comme un sportif, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou pas, tu dois descendre sur le terrain, tu dois venir ouvrir la porte de ton salon, tu dois continuer à gérer, tu dois honorer les factures, tu viens de payer les salaires, tu as les nouvelles factures de salaire qui arrivent, tu as les URSSAF à gauche, tu as les trucs à droite. Il y a tellement de charges mentales, en plus d'être des femmes qui avons des enfants, qui devront diriger, piloter, tout ça. Moi, à l'époque, j'en avais pas, mais j'avais toute la famille, ce qui est une vraie charge mentale. Donc, c'est chaud. On va bien, non ? On est contente ? Ouais. Hein ? Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. On va rentrer encore un petit peu plus dans le... Pas dans le dur, mais dans la réalité, on va dire. Est-ce qu'une femme noire entrepreneur en France, c'est un combat ou ça devient un levier ? Ah, la question, elle est bonne. Je crois que c'est un combat, c'est également un levier. Aujourd'hui ? Ça l'est quand tu assumes 100% de ce que tu es. En fait, tu sais, je parle beaucoup de confiance en soi parce que je fais pas mal de coaching, d'accompagnement et tout. Et j'explique que la confiance en soi, c'est le respect de soi et l'estime de soi. À partir du moment où tu te respectes, que tu t'estimes, que quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas là en mode « je suis belle, j'ai réussi, etc. » C'est « je suis fière de ce que je fais, peu importe où ça me mène et peu importe les difficultés. » T'assumes 100% de ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, je crois que quand tu conçois et que tu comprends ça, il y a plus rien de grave. T'essayes, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, une partie, tu vas me la reformuler clairement, mais je trouve que c'est un point hyper essentiel et c'est ce qui fait que t'es pas dans un combat, mais t'es dans ta recherche de toi-même. T'es dans ta recherche de ton destin, de ton histoire, de ce que tu vas écrire. Et t'es plus dans le combat, parce que le combat, c'est quand tu cherches finalement à gagner sur l'autre ou à convaincre l'autre. Moi, je dis que je suis née à 40 ans. Je me suis émancipée du jugement des gens. La vie des gens, c'est la vie des gens. C'est pas le mien, ça ne me concerne pas. Et en fait, quand tu arrêtes de te battre sur des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, ça change la donne. T'as pas le contrôle sur ce que l'autre va penser de ton travail, de ce que tu fais ou autre. Et il y aura toujours des gens pour remettre en question tout ça. Mais si tu as l'estime et le respect de toi, c'est de là que tu construis cette confiance. Et je dis, il y a la confiance en soi superficielle et il y a la réelle, la profonde, la sincère. La réelle, la profonde, elle s'appuie sur l'estime et le respect de toi-même. Donc à partir du moment où tu sais ça... Tu sais ça, le côté superficiel, tu t'en fiches. Et tu sais qui tu es. Et là, tu avances en mode vrai warrior. Là, tu n'es plus dans un combat contre les autres. Tu es là pour te réaliser toi-même. Et c'est tellement plus paisible. Tellement moins épuisant. C'est très inspirant. Merci. À l'époque, avec mes talons de 12 qui faisaient la taille des tiens, j'étais en mode un petit peu warrior. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que machin ? Non, je me suis assagie avec le temps. Ouais, tu peux être fière de toi. Oh, merci. Ouais. Merci. Merci. Tu sais, c'est marrant, tu me dis tu peux être fière de toi.
c'est un truc aujourd'hui que j'assume, d'être fière de moi. À un moment, quand tu es fière de toi, les gens ils peuvent se dire, elle est arrogante. Elle est fière d'elle, elle est fière d'elle. Non, parce que moi, j'enseigne à ma fille d'être fière d'elle, j'enseigne à mon fils d'être fier d'elle, donc moi, j'ai le droit d'être fière de moi. Et en fait, je crois que quand ma maman m'a dit sur son lit d'hôpital, maintenant tu sais ce que c'est que d'être belle, c'est être forte et digne, j'ai compris cette notion d'être fière de soi et d'être fière de ses combats, de ses réalisations, etc. Et là, maintenant, j'accepte. Quand on me dit tu peux être fière de toi, je me dis ouais, je peux, ouais. Un peu. Un petit peu au moins. Il y a encore des trucs, mais c'est cool. Ouais. Ouais. Quelle est la chose que tu caches souvent, mais qui fait clairement partie de ta force? Ma fragilité. Ma fragilité, de toute évidence. Je suis pas surprise. T'es pas surprise. Ah, du tout. Non, ma fragilité. Tu sais, quand t'es une femme, t'as grandi avec 4 garçons à la maison, que t'as grandi dans un environnement où on voulait choisir tes tenues, ton truc, ton machin, t'apprends à te défendre, t'es dans la force en permanence. Puis à un moment, tu te rends compte que la vraie force, c'est la force silencieuse. C'est celle de la douceur, c'est celle de l'apaisement, celle du bien se connaître. Ouais. Ben, en fait, je pense que quand tu te connais toi-même et que tu es dans une forme d'apaisement parce que tu n'as plus rien à prouver aux autres, tu développes cette féminité, tu développes cette douceur. Et cette manière de poser cette douceur sur la table fait qu'au moment que tu poses cette douceur, tu poses de la force. Tu poses d'une force inouïe. Tu vois, parce que tu vacilles pas dans ton truc. Tu n'es pas tremblante. Pourquoi tu n'es pas tremblante? Pourquoi tu vacilles pas? Parce qu'en fait, tu n'es pas en démonstration. Tu sais, on est à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde montre la vie mortelle, la vie parfaite, la maison, il n'y a pas un coton par terre, il y a le truc, tout va bien, tout est joli, on s'aime, c'est l'amour fou et tout. Et puis 15 jours après, tu vois le post, désolé, nous vous annonçons notre séparation. Parce que c'est du virtuel. Et à force de courir dans ce virtuel et de ne pas être soi-même, les gens, ils s'épuisent, etc. La vérité, c'est que si tu es dans la vérité de ce que tu es, tu assumes d'avoir cette fragilité. Cette fragilité devient une douceur. Cette douceur devient une force. Et cette force devient la femme que tu es, c'est-à-dire complète. Voilà, la femme complète et épanouie. Tu ne peux pas être une femme complète et épanouie si tu n'as pas cette féminité en toi. Et la féminité, c'est la puissance. Ouais. C'est véridique. On pense souvent à l'homme quand on parle de puissance, de force, de muscles, etc. Oui. Ils ont leur force et leur puissance, mais la féminité en est une. La force mentale de la femme, elle est... Si tu pouvais offrir quelque chose à la petite Absatou, un projet, un mot, un geste, ce serait quoi et pourquoi? Le fait de ne jamais perdre mes parents. Un cadeau que je demanderais à Dieu. En fait, tu les perds jamais, mais je trouve que ça a été un guide et une force absolument incroyable. Tu sais, il y a des enfants qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et on pense que l'or, c'est l'argent. Et en fait, moi, j'ai toujours considéré être une des gamines les plus riches de France parce que les valeurs transmises par mes parents avaient une valeur inouïe à mes yeux. Et aujourd'hui que ma maman elle est partie, je voudrais tous les matins l'appeler, chose que je faisais pas forcément tout le temps, pour qu'elle me donne des conseils parce que leurs petites phrases là provoquent chez moi des détonations positives qui ont un impact colossal, pas sur une semaine, 15 jours, sur ma vie en général. Tu vois, un jour, je vis un burn-out dans la gestion de mes salons, etc. Un burn-out assez lourd. Et ce jour-là, quand mon père il m'appelle et il me dit « Tu voulais que je sois fière de toi, c'est bon, c'est fait, maintenant commence à vivre pour toi et réaliser tes rêves pour toi. » Et il me dit « Tu sais, il me dit ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre. Il viendra un jour où tu essaieras de me joindre, je serai plus là. » Là, tu prends la notion, tu comprends. Une phrase, le gars, il m'a fait une masterclass. Le gars, pardon, papa. Tu sais très bien que je dirais jamais ça devant toi. Mais mon père, il m'a fait une masterclass en une phrase. Et en fait, je crois que ça, c'est les puissantes leçons de la vie qui valent de l'or. Donc le cadeau que j'offrirai à la petite Absatou, c'est de lui dire, bah t'as peut-être pas l'argent, les moyens qu'ont d'autres enfants. Financiers. Mais t'as une richesse, ma fille, que beaucoup d'enfants qui pensent qu'ils n'ont rien ont. Et celle-là, si tu la transformes, elle vaut de l'or. Parce qu'avec ça, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ça. L'inverse n'est pas valable. Oui, je suis d'accord. Très bonne réponse. Beaucoup de sagesse. T'as vu, je suis donnée ça, je t'ai dit. Ouais. Sauf devant du chocolat, là, il n'y a pas de sagesse. Du tout. Alors, est-ce qu'on peut parler de tes actus du moment? Yes. Tu veux tout savoir, c'est ça? Je veux tout savoir et on veut tout savoir. Écoute, j'en ai pas mal, mais je sors d'un long tunnel qui a duré quelques années, parce que fruit de combats justement que j'ai menés face à l'extrême droite et tout, qui m'ont coûté cher en termes de santé physique, mentale et financière d'ailleurs.
Et je reviens en mode comeback, mais puissant, tu vois. Dans la sagesse, justement. Donc là, j'ai une usine qui fait à peu près 2000 m² qui est à Dakar, où on produit des ingrédients cosmétiques, pharmaceutiques et tout ce qui va être plantes naturelles pour les tisanes, etc. Donc, on emploie des jeunes et des femmes des milieux défavorisés. Et en fait, je suis devenue une entrepreneur à impact. Et à un moment, tu vas être entrepreneur parce que tu veux réussir, tu veux gagner de l'argent, tu veux tout ça. Et puis à un moment, tu dis, qu'est-ce qui fait sens dans ce que je fais? Et tu mets au cœur l'impact. Quand tu mets au cœur l'impact, tu prends encore une autre dimension. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, quand je me suis retrouvée sur les champs là-bas avec des femmes qui collectent mon vétiver, qui sont sous le soleil avec 45 degrés, un gamin dans le dos et qui sont en train de travailler, j'ai arrêté de dire que mon boulot, il était pénible. J'ai arrêté. Ouais. Tu vois, j'ai pris conscience de plein de choses, mais j'ai pris aussi conscience de l'impact que je pouvais générer sur ces femmes-là. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est de faire grossir cette boîte assez rapidement. J'ai un objectif très clair. Hein. J'aimerais être dans les 24 mois à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Créer à peu près 2 à 3 000 emplois sur la région de l'Afrique de l'Ouest et faire en sorte que ma marque elle prenne ce tournant-là, tourner vers le bien-être, le mieux-être familial dans son ensemble, à travers ses compléments alimentaires, mais aussi des moments de partage. Tu sais, à l'époque, par exemple, on faisait de l'esthétique, on avait une cabine, une esthéticienne, elle faisait son soin du visage, elle sort. Là, aujourd'hui, moi, par exemple, je fais des facial thérapies, donc j'ai des groupes de 20 femmes qui viennent. On se fait des soins du visage que je pilote un petit peu avec des produits qui sont les produits qu'on produit au sein de la marque. Et puis derrière, on va parler. Donc, par exemple, je parle du gommage. OK. Vous êtes en train de vous gommer la peau, on va en profiter pour gommer vos idées, les idées reçues, etc. Le masque, allez, on va faire tomber les imperfections et je vais travailler sur le coaching, justement, confiance en soi, estime, respect, tout ce que je te disais tout à l'heure. Et ça crée des moments de partage absolument incroyables et c'est ce que je veux. Je veux qu'au cœur de ma marque, qu'il y ait cet événementiel social qui réveille un peu les consciences et fait du bien. Surtout autour des femmes, parce que les femmes, elles ont une charge mentale monstrueuse. Et il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas très bien, en fait. Et on n'en parle pas beaucoup, mais la santé mentale chez les femmes, c'est un gros sujet. Un gros sujet, ouais. Absolument. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Puis j'ai un cabinet de lobbying, de conseils, pas le lobbying, je ne vais pas utiliser le terme lobbying, même si j'en fais un peu, mais plutôt de conseils et d'accompagnement de dirigeants, de hauts dirigeants. Quand je parle de hauts dirigeants, ça peut aller jusqu'à des hommes d'État, ça peut être des entreprises, ça peut être des dirigeants d'entreprises, ça peut être aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et on les accompagne sur la communication de crise, la stratégie économique, la stratégie dans sa globalité et vraiment l'intelligence économique. Voilà, et puis je continue à travers un peu ce cabinet-là également à faire du conseil, comme je l'ai fait pour le bureau des Émirats Arabes Unis, pour le Sénégal à l'époque. Aujourd'hui, par exemple, je fais venir des investisseurs sur certains pays d'Afrique et on travaille comme ça. Donc je suis bien occupée, mais le plus gros job, c'est mère à plein temps. Et celui-là, il occupe tout mon esprit parce qu'il n'y a personne qui me fait rater le fait d'aller chercher mes enfants à l'école ou de les emmener le matin. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'ai ces 3 grosses activités, mais qui ont l'air grosses, mais je structure tellement ma vie qu'en fait, j'ai jamais aussi peu travaillé de ma vie. Et puis je pense que tu es très bien entourée. Tu as appris maintenant à bien t'entourer. S'entourer et bien recruter, c'est recruter meilleur que soi. C'est ça. C'est recruter meilleur que soi. Et donc, il y a une question, un conseil, par exemple, que je peux donner à plein d'entrepreneurs, mais on cherche toujours le comment je vais faire pour réaliser ça. Comment ? C'est toujours la question qu'on se pose tout le temps. Je veux faire 2 millions de chiffres, comment je vais faire ? Mais au lieu de se poser la question du comment, il faut dire qui. Qui va m'aider à atteindre ces 2 millions-là ? Parce qu'en fait, ce que tu cherches, c'est pas la méthode. La méthode, tu la trouves aujourd'hui avec ChatGPT encore plus. C'est qui a le talent, l'expertise de te faire accélérer. Tu cherches des accélérateurs de business ou de rêve qui vont te propulser là où tu le souhaites. Si tu continues à chercher le comment, dans 10 ans, tu seras pas très loin. Si tu cherches le qui et que tu trouves les bonnes personnes, là, you're gonna kill the game. Clairement. J'espère que tout le monde a entendu là. En tout cas, c'est tout ce que j'ai appris. C'est un très bon conseil. Bien s'entourer, c'est essentiel. Tu fais pas tout toute seule. On n'est pas des Wonder Woman. En revanche, et de toute façon, célébrer le succès à plusieurs, c'est quand même plus cool que tout seul devant son miroir. Moi, je vois depuis que je suis bien entourée aussi de gens qui font ce que je ne sais pas faire. Je vois que j'avance plus vite. Bien sûr. Et je pense que je vais avancer bien plus loin. Quand est-ce que je te retrouve sur le sommet du monde ? De ton monde, c'est déjà bien. Ouais, de mon monde, j'y vais. En talon de 12 ou pas ? En talon On adore. Alors moi, c'est soit en talon de 12, soit en hug.
En hug, Tu ouais. Moi, je t'ai plutôt vu en talon de 12. Ouais, c'est bien. Les hugs aussi, c'est bien. Ça dépend ce que tu veux gravir. Ouais. Mais c'est cool. Non, ouais, très intéressant. Ça m'a beaucoup inspiré. J'aime bien ce genre d'interview, mais je le savais. Hein. Je savais que ça allait me donner encore plus de skills, en fait, tu vois, d'outils. Enfin, moi, je m'inspire beaucoup des autres. Hein. Et j'aime bien aussi élever les gens, c'est vrai, mais j'aime quand même beaucoup écouter et m'inspirer de gens qui soit font autre chose, soit qui sont plus loin, plus, tu vois, plus évolués, plus loin que moi. Bien sûr. Et du coup, ça donne des directions, tu vois. Bien sûr. Et encore plus de challenge, donc merci. J'aimerais que tu réfléchisses à une question que tu puisses me poser, qui fait sens pour toi. J'en ai tellement. Parce que j'ai envie de te reprendre, tu sais, en entretien comme à l'époque et maintenant de te poser la question de la Élodie que tu es devenue, que je sens forte, douce et en même temps bienveillante et qui assume d'avoir des ambitions et des rêves, et ça me plaît beaucoup. Je vais pas te demander comment tu fais pour être sexy comme ça tout le temps. Parce qu'on a l'impression que tu te réveilles comme ça, chaque fois que tu te vois là depuis... C'est fou parce qu'on s'est retrouvés des années après, et depuis on n'arrête pas de se croiser par des trucs interposés. Ma question, alors tu vois, moi qui suis habituée à poser les questions, à quel moment tu considéreras être heureuse, ou est-ce que pour toi être heureuse c'est avoir réussi, professionnellement parlant? Non. Alors pour moi, être heureuse, c'est pas avoir réussi professionnellement, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus personnel. C'est avec moi et moi. Ouais. Donc bon, là j'y travaille quand même depuis des années, donc plus j'avance sur mon travail personnel d'introspection, et plus ça se passe bien professionnellement aussi. Donc en fait, faut travailler quand même beaucoup sur le perso pour que ça aille, je pense, dans le pro. Moi j'ai un souvenir quand j'ai commencé à quand j'ai ouvert mon salon, j'étais pas bien. J'ai ouvert parce que justement j'étais malheureuse, je venais de vivre quelque chose de difficile, et du coup tout ce que j'ai entrepris c'était toujours sur la rage, la haine, tu vois, et la peur. Et du coup là, ce qui est différent pour moi, et je le disais à mon entourage, c'est en fait il faut que je trouve un autre moteur. Parce qu'aujourd'hui je suis plus du tout, j'ai plus la rage, on a toujours de la colère, mais tu vois, c'est pas drivé par de la colère ou de la haine ou de la rage. Et du coup, il faut que ce soit drivé plus par de l'amour, tu vois, et de la bienveillance. Donc je sens que le moteur est différent. Mais moi, si je peux dire, je me sens quand même heureuse au quotidien. Et plus je rencontre des gens inspirants, je suis plus ouverte. Plus je rencontre des gens qui m'inspirent, qui m'aiment aussi, qui sont bienveillants avec moi, et plus je me sens heureuse. Donc je pense que l'aboutissement professionnel, c'est un peu un plus, tu vois. C'est un peu comme quand tu trouves 200 balles par terre, tu vois. Tu te dis sur l'instant, c'est trop bien parce que tu peux te payer telle ou telle chose, mais c'est plus des projets que tu vas te donner, ou des buts à atteindre, que quand tu atteins ce but, tu es satisfait de toi personnellement. Mais je sais pas si le fait de réussir tout ce que je vais entreprendre financièrement ou professionnellement, je suis pas sûre que ce soit ça qui me rendra plus heureuse. Tu sais ce qui te rendra plus heureuse? Une partie en tout cas de la réponse, la liberté. Ah oui, bah oui. Ça n'a absolument aucun prix. Plus tu vas aller vers ta liberté, que ce soit une liberté de conscience, de morale, amoureuse. Amoureuse, ça ne veut pas dire être libre et quitter ton compagnon, hein. Attention. Non, une liberté de pouvoir échanger comme tu l'entends avec la personne que tu aimes, etc. Je parle de cette dimension de liberté-là. Et plus tu vas découvrir la puissance de cette liberté-là et le bonheur. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais un truc très intéressant. Tu disais, je ne sais pas si c'était plus le perso ou le pro, ou à quel moment, tu vois. En fait, le curseur qu'on place, il est très intime et très perso. Comme les rêves sont très intimes et très personnels et ne méritent pas le jugement des gens, ton curseur, il est le même. Si aujourd'hui, ta vie perso, elle prend 80% et ta vie pro, elle prend 20%, c'est ça, ton curseur de liberté et de bien-être et de réalisation. Et demain, ça peut être l'inverse. Ça peut être 20
pour le perso et 80 pour le pro, parce que là, tu as une priorité personnelle où tu saisis une opportunité. Quand ce curseur-là, c'est toi qui as la main dessus et que c'est toi qui décides où est-ce que tu le positionnes, quand tu le positionnes, il est là le curseur de la liberté. En tout cas, l'un de, tu vois, c'est un peu comme un DJ qui... Tes curseurs, quand c'est toi qui en as le contrôle et que tu les positionnes là où tu veux, quand tu veux, sans te soucier du jugement, de dire tu mets trop de temps là, tu passes trop de temps avec tes enfants, c'est moi et mon équilibre global. Je suis d'accord. Là, le bonheur est à portée de main. Ouais. Je fais faire une Maë là. Voilà. Je suis émue de cette... tu vois, non, moi aussi, je sens, tu vois, que... Enfin, là, c'est pas du taf, tu vois, là, c'est... Enfin, après, dans tout ce que je fais, c'est pas vraiment un travail, tu vois, mais là, je sens que, tu vois, il se passe quelque chose, même énergétiquement, tu vois, je sens que, tu vois, tu me donnes vraiment, t'es très généreuse, tu vois. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Élodie. Merci beaucoup. Entre nous, le nom du podcast... Il est bien ? Bah, c'est Élodie. Ouais. Ah, c'est beau, ouais. Ouais, donc merci beaucoup à Merci à toi, Élodie. Merci d'être venue, d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Merci pour ta générosité aussi, parce que tu as, je pense, donné beaucoup de skills, beaucoup d'outils à toutes celles et ceux qui vont nous regarder. Donc, merci de nous avoir suivis dans Entre nous et à très bientôt. Bye.